Ouverture à Abidjan de la 7e édition de la journée de l'immobilier technologique au centre de démonstration et de promotion de technologie. Les acteurs des unités de transformation sont au rendez-vous. Journée internationale de lutte contre la corruption, la Côte d'Ivoire est à l'épreuve d'un fléau qui lui soutire plus de 1000 milliards de francs CFA par an. Les échos de Archibat, Salon de l'architecture et du bâtiment, le LBTP, Laboratoire du bâtiment et des travaux publics, affichent ses ambitions. Dans le cadre de la réhabilitation de la route de l'Est, le ministre Amédée Kouakou est allé en visite sur le chantier à Tanda. Pour finir, nous aborderons une page culturelle. À Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, la 4e édition du festival Nidalé ouvre ses portes. Madame, Monsieur, bienvenue sur le canal de l'information économique. Débutons cette édition en nous intéressant à une page d'innovation. Il a été présenté aux acteurs de la chaîne de transformation des produits agricoles ce jeudi. Plus de 10 innovations. Ce sont pour la plupart des unités de transformation écologiques et économiques. L'objectif de cette présentation est d'amener les Ivoiriens à s'approprier du dispositif technologique du CDT pour la création des petites et moyennes entreprises. C'était lors de la 7e édition de la journée de l'innovation technologique au centre de démonstration et de promotion de technologie. Mondésir Nascimento et Richard Akeke. Et cette journée donc, qui vise à promouvoir les innovations technologiques au profit de la transformation des produits agricoles est vraiment la bienvenue. Amener le commun des Ivoiriens à s'approprier le dispositif technologique et entrepreneurial du CDT pour une plus grande dynamique dans la création des PME agro-industrielles, tel est l'objectif assigné à la journée de l'innovation technologique du CDT, Centre de démonstration et de promotion de technologie. Organisée une 7e fois, cette journée a rassemblé les acteurs de l'agro-transformation, les équipementiers, les fabricants locaux, les financiers et les autorités en charge de l'industrie et du commerce en Côte d'Ivoire. Ils sont venus non seulement pour découvrir les innovations majeures du CDT, mais aussi pousser les réflexions afin de trouver des mécanismes devant permettre aux agrotransformateurs de se doter de ces capitaux techniques. C'était de présenter aussi bien à la presse qu'aux acteurs de la petite transformation des innovations technologiques que le CDT vient d'acquérir et à le fait que les acteurs, en tout cas tous ceux qui ont un projet d'investir dans le domaine de l'agrotransformation ou même ceux qui n'ont aucune idée de projet, qui voudraient en avoir, qui sont en quête de business porteurs, donc de les informer qu'il y a des innovations technologiques qui peuvent leur permettre, pour ceux qui existent dans le domaine, de prospérer dans leur secteur qu'ils ont choisi et ceux qui n'y sont pas encore, de les inviter à y aller parce qu'il y a de vraies opportunités dans la petite transformation des matières premières. L'industrialisation, qu'elle soit à la petite, moyenne ou grande échelle, est devenue depuis quelques années le rêve de l'État ivoirien. Cela a entraîné l'initiative de plusieurs projets présentés par Doumbia Daouda, directeur de cabinet, par ailleurs représentant le ministre du Commerce et de l'Industrie à cette occasion. Après le directeur général du CDT, il a rassuré les acteurs du secteur de la transformation agricole du soutien de l'État, ce à travers l'amélioration du climat des affaires. Cette journée organisée par le CDT qui vise à promouvoir les métiers de la transformation, de la fabrication des machines et à développer l'esprit entrepreneuriat cadre parfaitement avec la politique de promotion de la transformation agro-industrielle du gouvernement. L'innovation technologique et entrepreneuriat agro-industriel en Côte d'Ivoire, quelle perspective pour les acteurs avec le CDT? Ce thème a permis aux acteurs de réfléchir, après les visites des unités de transformation, d'aborder les différents problèmes du secteur. La communauté internationale célèbre ce 9 décembre la journée contre la corruption en Côte d'Ivoire. L'objectif affiché par les autorités est de figurer parmi les 50 pays les moins corrompus au monde. La cérémonie officielle de la célébration de cette journée contre les dessous de table s'est tenue au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. À l'initiative, le ministère de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement de capacités et de la lutte contre la corruption. Issa Badini et Marius Susseri.
En 2019, la Côte d'Ivoire a fait une moins-value de 1300 milliards de francs CFA du fait de la corruption. Conséquence, le pays est classé 104e sur 180 au plan mondial. Célébrant la journée internationale de lutte contre la corruption, ce sont tous les acteurs économiques et de la bonne gouvernance qui dénoncent les dessous de table et autres malversations, à commencer par les premiers responsables du ministère en charge de la lutte contre la corruption. Le sujet de la corruption est fertile en paradoxes. Si en public la corruption est décriée, dénoncée, condamnée, le plus souvent en cercle restreint comme dans la conduite effective au quotidien, nombreux sont ceux qui démissionnent face à son ampleur et finissent par relativiser son impact. Nous l'entendons souvent, c'est notre culture. C'est notre culture. Les pots de vin, les dessous de table. Heureusement que sur certains points, nous ne disons pas que c'est notre nature. La nature, on n'y peut rien. Mais la culture, on peut la changer. Et nous devons changer cette culture nocive, cette culture négative. Représentant le Premier ministre, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani invite à revisiter les instruments de lutte contre le mal pour plus d'action. Cette journée du 9 décembre nous donne donc l'occasion de passer sans complaisance au scanner notre plan de lutte contre la corruption. Faire un scanner, a dit le ministre d'État. Mais en attendant, quelqu'un sait où se trouve le mal. Alpha Blondy, nommé ambassadeur contre la corruption pour la star du reggae, le poisson pourri par la tête. C'est par cette même tête qu'il faut attaquer le fléau. Les élites de nos différents pays africains sont à 90% responsables de cette pandémie économique. Et je voudrais ici demander à tous, si nous voulons être respectés, il faut que ceux qui nous dévancent, ceux qui sont à la tête de nos États soient respectés. On ne peut pas être traité 54 pays de pays faillis parce qu'il y a quelques malins qui ont décidé de s'enrichir aux dépens du peuple qu'ils sont supposés guider. Dans la foulée, le ministre en charge de la lutte contre la corruption a signé une convention avec l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, un partenariat entre les services de l'ancien juge de Dimbokro et les formateurs des administrateurs de Côte d'Ivoire qui vise à renforcer les canaux de lutte. Ce partenariat que nous venons de signer avec le ministre de la lutte contre la corruption renforce le dispositif existant déjà au niveau du ministère. Démarré le mercredi 8 décembre, la célébration de la journée internationale contre la corruption s'étend jusqu'au vendredi 10 décembre. Elle est meublée de plusieurs activités, dont des panels et des conférences. La ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration a initié un point de presse dans ses locaux dans la commune du Plateau. Elle a annoncé aux journalistes la tenue de la journée de la fonction publique qui se tiendra du 13 au 17 décembre prochain. Ces journées auront pour but de célébrer l'action publique, valoriser la fonction publique et remobiliser les fonctionnaires et agents de l'État en vue de la réussite du programme gouvernemental. Philippe Zabo et Richard Akeke. La première édition de la journée de la fonction publique se tiendra du 13 au 17 décembre prochain autour de 3 points. Mettre en lumière les actions de l'administration publique, réhabiliter l'image des fonctionnaires et agents de l'État, remobiliser fonctionnaires et agents de l'État autour de leurs obligations constitutionnelles dans la conduite de l'action publique au profit des populations. Mais pourquoi ces thèmes? Une administration à qui l'on reproche d'être déconnecté, n'est-ce pas, des attentes réelles des populations, une administration dont on critique un peu la qualité du service,
du service public s'entend, une administration un peu trop bureaucrate et peu professionnelle. On nous taxe d'être des agents ou d'avoir des agents incompétents et majoritairement ou quelquefois même corrompus. En somme, je retiens que cette administration publique semble très mal appréciée par les populations. Et la contribution de l'administration au bien-être individuel et au progrès collectif est très peu connue. Et pourtant, c'est grâce à l'action de cette administration-là que le gouvernement, chaque jour, répond aux préoccupations de nos concitoyens. Et pourtant, dans le même temps, cette administration est critiquée. Et l'impact réel de l'action publique dans la vie de nos populations semble mal perçu. Une autre observation également que nous avons bien souvent entendue ça et là, c'est que les fonctionnaires et agents de l'État, dans leur grande majorité, n'ont pas toujours conscience de leur statut. Les journées de la fonction publique se tiendront sous la présidence du Premier ministre Patrick Hachi. Au programme, des journées d'information publique à travers des stands, des panels de haut niveau pour promouvoir le programme de gouvernement du président de la République, des journées dédiées à d'autres ministères et des cérémonies de décoration. Au cours d'une conférence de presse tenue à son siège dans la commune de Cocody, le mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, en abrégé MIDET, s'est prononcé sur la floraison des candidatures aux élections de la MUJEFSI, où figure son secrétaire général national Nyogbo Paul. Le syndicat interpelle ses militants à la vigilance quant à l'utilisation du MIDED pour briguer la présidence de la MUJEFSI. On en sait plus dans cet élément de Walter Kofi. À quelques heures des élections 2021 de la Mutuelle des agents et fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire MUJEFSI, un collectif du mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits MIDD perd son sang-froid face à la candidature de Nyogbo Paul, secrétaire général national du MIDD, candidat de la liste Solidarité Égalité. Le collectif dénonce un mauvais usage de l'outil syndical MIDD qui, entre les mains de son secrétaire général Nyogbo Paul, servirait à ses fins personnelles, notamment celle de soutenir sa candidature aux élections. Tenant à la vision fondamentale de l'organisation, qui est celle de soutenir les enseignants, le collectif porté par Frédéric Béda condamne tout acte allant à l'encontre des textes du MIDD. Mais ce que nous disons, c'est que nous avons un secrétaire général national qui est nouvellement élu et qui voudrait utiliser, et qui utilise d'ailleurs notre syndicat à d'autres fins, alors que notre syndicat a un objet bien défini. Le collectif a attiré l'attention des mutualistes sur la gestion de la Caisse nationale d'assurance maladie Sénam, administrée par Soro Mamadou, qui serait un soutien incommensurable au candidat Nyogbo Paul dans sa campagne. Je voudrais attirer l'attention des mutualistes parce qu'il y a un administrateur qui, au lieu de s'occuper, en tout cas de la Sénam, qui gère les mutualistes, ça veut dire qu'il est chargé de prendre en charge convenablement des mutualistes, alors que les mutualistes se plaignent de leur mauvais traitement par rapport aux prestations de la CEMU. Il soutient un candidat. Créé en 2006, le mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits MIDD est une organisation syndicale du secteur éducation-formation en Côte d'Ivoire. Son objectif est de redorer le blason longtemps terni de l'enseignant et de l'instituteur en particulier. Intéressons-nous à une page Café Cacao. Comment rentrer en possession des 17 milliards de francs CFA du fonds Covid-19? C'est la préoccupation des producteurs de café cacao. Ils viennent d'organiser ce mercredi 8 décembre 2021 à Abidjan une assemblée pour aborder la question. Ces 17 milliards de subventions avaient été promis aux producteurs du binôme café cacao par le président de la République à l'apparition de la Covid-19. Konena Nourgo et Alphonse Koné nous donnent plus de précisions.
17 milliards de francs. C'est le montant promis par le chef de l'État comme subvention aux producteurs du binôme café-cacao à l'apparition de la pandémie à coronavirus. Une promesse qui peine à se réaliser. Mais comme dit l'adage, la promesse est une dette. Les producteurs sont déterminés à rentrer en possession de leur dû. Ce mercredi, à la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, les organisations des producteurs de café-cacao se sont réunies pour discuter de la question. L'ordre du jour principal, c'était la question de la dotation en fonds Covid aux producteurs de café-cacao. Vous savez que ce dossier a fait couler beaucoup d'encre et de salive et il était nécessaire pour les producteurs de se réunir et de parler d'une seule voix. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'échos comme quoi il y a une division au niveau des producteurs, ce qui n'est pas le cas et c'est vraiment ce tir que nous avons voulu rectifier aujourd'hui. Au terme de cette assemblée, plusieurs décisions ont été prises comme l'élargissement du comité de négociation et la mise en place d'un comité de base. Le comité de négociation et des scientifiques qui ont travaillé sur le dossier jusqu'au jour d'aujourd'hui a été renforcé. Il y a également les comités de base qui vont être mis en place et également des sages de la filière. Les anciens de la filière ont décidé de nous rejoindre pour nous assister dans le cadre des questions globales du secteur. Nous donnons jusqu'au 20 décembre pour que au moins les producteurs puissent avoir cet argent. Et nous espérons que notre ministre des tutelles, qui a fait l'honneur de nous inviter et de nous dire que le fonds est disponible, fera tout pour que les producteurs puissent faire aussi la fête de fin d'année avec l'ensemble des Ivoiriens. Cette assemblée a également permis au président de l'ANACASI d'inviter ses camarades producteurs à la vigilance. Donc, c'est aujourd'hui le jour de lancer l'appel à l'ensemble des producteurs pour leur dire qu'il n'y a pas deux structures, il n'y a pas trois structures. C'est le comité du collectif qui représente l'ensemble des producteurs auprès du gouvernement dans ce dossier. Tous ceux qui passent par côté pour leur dire de recenser les documents, de déposer les documents, que les producteurs restent dans leur coin, ils soient sereins. Bientôt, les comités de base vont prendre les documents nécessaires avec eux pour pouvoir les acheminer pour qu'on puisse bien traiter le dossier. Soropena Tirgue a invité le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural ainsi que le Conseil Café-Cacao à mettre ces 17 milliards à la disposition des producteurs d'ici le 20 décembre 2021. Cette assemblée a vu la participation de toutes les organisations syndicales de la filière café-cacao. Le phénomène des congés anticipés en Côte d'Ivoire est devenu un fléau qui martyrise l'école ivoirienne avec son lot de violences et de perturbations de l'école. L'organisation des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire monte au créneau pour sensibiliser les élèves. C'est un reportage de Amidia Rassouba. Vavoa, Sakassou, Mbayakro, Bongouanou, Dimbokro, Bokonda, la liste est longue. Les villes ivoiriennes ont vu leurs établissements scolaires être saccagés ces derniers jours. Les élèves qui exigent un départ anticipé en congé de Noël manifestent et délogent leurs camarades de classe. Le phénomène gangrène depuis quelques années les établissements scolaires du pays. L'heure est à la sensibilisation. L'objectif de cette rencontre ici, c'est de poursuivre la lutte contre les violences en milieu scolaire et notamment contre ce qu'on appelle les congés anticipés. Parce que le pays est en ébullition. Nos enfants ont quitté les salles de classe. Ils se retrouvent dans les rues au lieu d'être à l'école. Or, les congés sont presque arrivés. Le programme n'est pas totalement épuisé. Et le faisant de cette façon, ils vont écourter le programme de l'année scolaire. Et donc nous luttons pour qu'il n'y ait pas beaucoup de déperdition, pour qu'on puisse vraiment mettre le haut là, à ce désordre-là, pour que nos enfants puissent regagner les classes pour terminer tranquillement les cours. Aujourd'hui, les gens cherchent des causes. Et je peux dire que les causes sont d'abord les causes familiales, il y a aussi les causes personnelles, et aussi il y a les causes institutionnelles. Au niveau des familles, on remarque qu'il y a aujourd'hui un certain abandon. La famille s'est désengagée. La famille a laissé pour compte l'éducation et l'instruction de leurs enfants au compte des enseignants, ce qui ne devait pas être le cas.
Et aussi, au niveau des institutions, il faut dire qu'aujourd'hui, l'école n'est plus cette école attrayante. L'élève ne trouve rien en cette école qui puisse vraiment l'instruire. Au-delà des cours qu'on donne, les enseignants ne vont pas au-delà de ce qu'ils donnent. L'Organisation des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, l'OPECI, et son président Kadio Claude comptent parcourir d'autres établissements d'enseignement secondaire pour continuer la sensibilisation et la lutte contre le phénomène des congés anticipés. Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres en abrégé COMPC a tenu du 6 au 8 décembre 2021 sa session ordinaire du conseil d'administration à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'objectif de cette session vise entre autres les différents mécanismes de soutien et d'accompagnement au projet d'organisation du COMPC tel que traduit par le plan stratégique 2021-2022 validé lors de la 35e session. Diane Cablancan et Augustin Kra. Durant 3 jours, l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a accueilli la 36e session ordinaire du conseil d'administration du COMPC. Elle s'est attelée sur les différents mécanismes de soutien et d'accompagnement au projet d'organisation du COMPC, tel que traduit par la stratégique 2021-2022, validée lors de la 35e session. Ce sont entre autres l'amélioration des programmes de formation et la réhabilitation des infrastructures d'accueil. Pour le directeur général, il est important de pérenniser l'outil d'excellence de la formation professionnelle continue qui depuis 3 années enregistre une dynamique importante. Et cette 36e session est très importante parce que le centre a engagé une série de réformes depuis 2018 et il est important de faire l'évaluation de ces programmes qui ont été lancés depuis 2018 et de réfléchir sur les mécanismes de financement. On a fait des réformes au plan pédagogique, nous avons basculé au système LMD. Il y a eu également aussi la réhabilitation des infrastructures qui ont permis au COMPC de pouvoir améliorer ses capacités d'accueil. Avec l'adoption de la nouvelle stratégie de travail, parce que le COMPC souffre du manque de participation des pays membres. Et donc je crois que cette 36e session a vocation, n'est-ce pas, à redynamiser le centre pour que l'ensemble des pays qui sont membres du centre se mettent ensemble pour voir comment on accompagne le directeur général à pouvoir atteindre les objectifs du plan stratégique qui a été validé en 2018. Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, COMPC, est une institution inter-État dotée d'une autonomie juridique, administrative et financière. Son siège social se trouve en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Le Salon de l'architecture et du bâtiment Basson-Plein, ouvert ce jeudi et ce pour 4 jours, le premier rendez-vous de l'immobilier de Côte d'Ivoire s'affiche comme un carrefour incontournable pour les acteurs du cadre bâti de Côte d'Ivoire. Environ 15 000 visiteurs, 7 000 mètres carrés d'espace d'exposition, plus de 150 entreprises représentées, parmi lesquelles le laboratoire du bâtiment et des travaux publics en abrégé LBTP. Issa Badini et Marius Sissiri. Ce sont plus de 150 entreprises qui ont répondu à l'appel de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Archibat 2021, c'est aussi et surtout l'affaire du laboratoire du bâtiment et des travaux publics LBTP. Le LBTP, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un laboratoire, le laboratoire du bâtiment et des travaux publics. Le LBTP, nous avons 4 départements. Il y a le département génie civil, qui a pour rôle, avant toute construction, fait un certain nombre de tests, ce que nous appelons dans notre jargon les études géotechniques. C'est-à-dire ce sont des tests qui se font avant construction, afin de donner des éléments techniques aux décideurs, aux maîtres d'ouvrage, afin de réaliser ou bien justifier les solutions techniques. Nous faisons aussi ce que nous appelons pendant construction le contrôle qualité des matériaux de construction. Et puis aussi, durant la vie de l'ouvrage, nous apportons notre expertise aux différentes personnes qui exploitent l'ouvrage pendant sa durée de vie, lorsqu'il y a un sinistre, afin de détecter les différentes causes. Donc c'est ce que fait ce département génie civil dont nous avons la charge. Également, nous avons le département sécurel que vous connaissez. Occasion que les messieurs génie civil du LBTP a saisi
pour s'adresser au monde de l'immobilier. Nous voulons dire, avant toute construction, tous les décideurs, que ce soit le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, tous ceux qui construisent, ils doivent faire au préalable une étude des sols. Et cette étude des sols, on n'a pas besoin d'attendre forcément pendant l'exécution pour faire l'étude des sols. L'étude des sols c'est faite depuis la conception même du projet. Donc, depuis cette conception, le LBTP, nous sommes là pour les accompagner, pour les expliquer un certain nombre de choses sur les aléas. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir réduire les risques. Et aujourd'hui, avec l'urbanisation galopante, trouver un sol de bonne qualité dans la zone d'Abidjan et ses environs est difficile. Génie civil, sécurel, énergie et recherche, 4 départements, tous présents à ce grand carrefour de l'immobilier. Demander à tout citoyen, tout citoyen ivoirien qui est en train de construire ou bien même qui a fini de construire, avant de demander à la CIE de mettre sous tension cette installation, de se rendre à Sécurel pour procéder à la certification de ces installations-là. Tout ce qui a comme qualité, hygiène, sécurité, environnement est un pilier très important pour la direction générale du LBTP. Et à travers notre système qualité, on arrive quand même à satisfaire aux besoins et les attentes de l'ensemble de nos clients. Ouvert le mercredi 8 décembre, le salon Archibat 2021 prend fin le samedi 11 décembre. C'est connu, la Côte d'Ivoire est en plein chantier d'infrastructures routières. Les routes poussent partout et les réhabilitations des voies font partie, depuis l'année 2011, des préoccupations des populations. Des réhabilitations qui s'inscrivent dans le cadre du vaste projet d'aménagement des routes ivoiriennes lancé au lendemain de la crise de 2011. Ce mercredi, le ministre Amédée Kofi Kwaku de l'entretien routier était justement en visite de chantier à Tanda pour s'imprégner de l'avancement des travaux de réhabilitation des routes de l'Est. Il est 10h15. L'hélico de Amédée Kwaku se pose sur le stade Adengra de Tanda. Le ministre de l'équipement et de l'entretien routier a à ses côtés l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, son Excellence Jean-Christophe Bayard. Ceux-ci vont recevoir les civilités de l'ensemble des autorités et des élus de la région, avec à leur tête le ministre gouverneur du district autonome du Zonzon. Après cette étape, cap sur l'entreprise française Colas. Le ministre de l'entretien routier, l'ambassadeur et l'ensemble des autorités de la région du Gontogo vont être briefés sur l'ensemble des travaux qui seront menés au niveau de la région du Gontogo et de Bunkani. Après cette présentation du projet, le cortège d'autorités de personnalités se rendent sur les lieux pour voir l'état d'avancement des travaux. Le ministre et l'ensemble des personnalités mettent le cap sur Iguela. Toutes les équipes sont mobilisées à pied d'œuvre afin d'offrir des routes de qualité comme le veut l'État de Côte d'Ivoire aux populations. Les machines sont à l'œuvre. Les jeunes gens et jeunes filles dévouent la tâche et à leur côté des professionnels des grands travaux qui transforment nos routes impraticables dans un état de délabrement très avancé d'hier à quelque chose de potable et praticable pour les usagers aujourd'hui. Un peu plus loin, le village de Broukro nous permet de voir les premières couches de goudron sortir. Le tout nouveau bitume qui permet une meilleure circulation encore plus fluide. Et l'ensemble des véhicules roulent sans ambiguïté. Quelque chose de neuf est donc mis en œuvre par l'État de Côte d'Ivoire au bénéfice des populations de Tanda et du reste de la région de l'Est. 2 sens de circulation d'Agnibilekro à Tanda et un autre de Tanda à Bondouko, en passant naturellement au bitumage de l'axe routier Agnibilekro-Takikro long de 33 km. Au terme de cette visite, le ministre Amédée Kwaku et l'ensemble des personnalités qui l'accompagnent sont satisfaits de l'état d'avancement des travaux. Les automobilistes, quand ils prennent la route pour aller sur Bondoukou et Bouna, lorsqu'ils arrivent à Agnibilekro, il y a un point noir entre Agnibilekro et Bondoukou. Il a plu au président de la République donc de pouvoir autoriser que cette route-là se fasse. Donc entre Agnibilekro et Bondoukou, ces travaux-là sont réalisés par l'entreprise Colas, qui est une entreprise française. C'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui avec son Excellence Monsieur l'ambassadeur pour nous enquérir de l'état d'avancement de la route. Comme vous avez vu, la route avance bien. Nous sommes très regardants sur la qualité des travaux. Nous voyons que les travaux qui sont exécutés sont des travaux de très très bonne qualité. Nous sommes venus les encourager pour que ce travail avance vite, parce que dans l'intégration sous-régionale, c'est une route extrêmement importante. Féliciter tous ceux qui travaillent sur cette route, remercier le ministre qui est à la manœuvre. Et puis je sens bien que la Côte d'Ivoire est un immense chantier où au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, on construit des routes, des ponts, des stades, des hôpitaux, des écoles, des lycées. Et la France est fière d'être associée à ce programme, le programme national de développement. Le peuple du Zanzan est heureux
parce que cette route est importante pour nous. On souffrait pour venir ici. Et aujourd'hui, le ministre et l'ambassadeur de France sont venus vérifier l'état des travaux, surtout la qualité. Et le ministre l'a dit, le délai d'exécution. Nous sommes heureux parce que cette route va nous apporter le développement. Les travaux ont démarré le 31 mars 2021 dernier et prendront fin, si tout va bien, le 30 septembre 2023. C'était un reportage de notre correspondant régional Anissé Kouadio. Le dialogue politique sur le cacao durable entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne bat son plein. Récemment, à Yamoussoukro, il s'est tenu un atelier sur le sujet avec pour objectif d'impliquer la société civile dans le dialogue sur les inégalités constatées dans la filière cacaoyère. Mon désir Nascimento nous commente ce reportage de Charles Kouakou. Prennent part à cet atelier les acteurs de la filière bois et cacao. L'objectif est de parvenir à une meilleure implication de la société civile dans le processus APV-FLECT et ce à travers un partage d'expériences. Des discussions ouvertes basées sur les travaux déjà réalisés par la société civile, notamment par l'INADES, dans le cadre de son projet en partenariat avec Inkota, IDEF, avec le groupe de travail sur la transparence dans la filière cacao. L'Union européenne va bientôt adopter une nouvelle réglementation qui va comporter de nouvelles exigences que le cacao à importer sur le territoire européen doit pouvoir respecter. Il s'agit notamment d'exigences qui vont porter sur la déforestation, sur le travail des enfants et sur également le revenu des producteurs. Donc cet atelier vise vraiment à pouvoir tirer les enseignements du processus qui a été conduit dans la filière bois. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de faire un type de dialogue avec l'Union européenne sur le cacao. Et les ONG qui sont engagées aussi sur le secteur cacao veulent comprendre comment la société civile a pu participer efficacement au processus FLECT et s'inspirer de cette expérience pour bien participer au processus, au dialogue cacao, au dialogue politique sur le cacao durable entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes venus à l'atelier organisé par INADES sur le cacao durable afin de présenter le processus APV-FLECT en Côte d'Ivoire, les acquis du processus, comment est-ce que le processus, la partie ivoirienne est organisée, comment est-ce que les négociations se passent et aussi les différents acquis qui ont été enregistrés depuis l'entame du processus. L'atelier de Yamoussoukro aura permis à la société civile de s'approprier de la démarche méthodologique de l'APV-FLECT. Faut-il le signaler, cet atelier s'inscrit dans la nouvelle approche élaborée et adoptée par la société civile dans le dialogue en cours dans le secteur du cacao entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. La Fondation Esdras, en collaboration avec le collège privé Esdras de Tuy, a offert un bâtiment de 3 classes équipées en table-banc et 2 bureaux à l'école primaire publique de Tuy 5. Tuy est un village de la sous-préfecture de Gabiadji dans la région de San Pedro. Ces dons se sont faits en présence du préfet de région, du préfet de département de San Pedro, du préfet de Gabiadji, les acteurs du système éducatif de la communauté villageoise de Tuy et celle de Gabiadji. Abel Kwao dans un commentaire de Philippe Zabo. La Fondation Esdras, dont l'une des missions est de favoriser la scolarisation en milieu rural, a fait don d'un bâtiment flambant neuf de 3 classes tout équipées en table-banc et de 2 bureaux à l'EPP Tuy d'une valeur de 18 millions de francs CFA. Une école qui était en baraque. En plus du bâtiment, le donateur a aussi offert des poubelles au village, des chaises et des ardoises à l'ensemble des écoles de Tuy. Dans son allocution, le préfet de région de San Pedro a remercié infiniment le président de la Fondation Esdras. À travers vos actions humanitaires dans notre région et ailleurs, je puis dire que votre organisation est en train de laisser son empreinte indélébile dans l'histoire de notre région. Le représentant de la DRENA a dit merci aux donateurs parce que selon lui, sa fondation aide la région et le système éducatif ivoirien. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation est fière de vous. M. Kwani Serge
vous démontrer par ce don que le col est le creuset de l'unité nationale. Le donateur, quant à lui, a défini les objectifs de sa fondation. La fondation Esdras a été créée autour du collège privé Esdras de Thuy dans l'optique de travailler pour le bien-être de la communauté. Les missions de la fondation sont, premièrement, d'œuvrer à la scolarisation des enfants en milieu rural. Deuxièmement, promouvoir l'autonomisation de la femme à travers les activités génératrices de revenus. Troisièmement, lutter contre les pires formes de travail des enfants. Il faut rappeler que la Fondation Esdras est une organisation qui a été créée en 2015. Elle a entrepris de nombreuses actions dans la région de San Pedro, dont la distribution des moyens pédagogiques au profit des écoles dans les zones rurales et des journées d'excellence. Terminons cette édition en nous intéressant à une page culturelle. Le peuple d'An vit dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire, un peuple au riche patrimoine culturel avec des danses et vêtements originaux, des masques et des us et coutumes quelquefois à surprendre plus d'un, ou encore la chaleur des habitants de cette partie de la Côte d'Ivoire. Si vous voulez découvrir ce peuple et les merveilles naturelles de l'ouest, je vous invite à Mans où se déroule le festival Nidalé, un festival qui est à sa 4e édition et qui réserve des surprises aux visiteurs. Les temps forts de l'ouverture de ce festival avec Théodore Kanga, notre correspondant. Le festival Nindalé est pour la région du Tonkwis, sinon pour le Grand Ouest, ce qu'est le carnaval de Rio au Brésil. Pour les spécialistes du monde culturel, ce festival est l'une des plus grandes attractions du pays. Une fois encore, cette édition 2021 s'annonce haut en couleur. Les festivaliers ont droit à des spectacles tirés du riche patrimoine d'An, au son des chants et danses folkloriques distillés par des masses et troupes artistiques aussi bien d'An que ceux des autres peuples invités, avec à leur tête les Agnis qui sont à l'honneur. Hormis l'aspect culturel, le Nindalé, c'est aussi l'occasion de faire de bonnes affaires et rencontres grâce au stand d'exposition, mais aussi à l'espace gastronomique. L'initiateur du festival, lors de son allocution à l'ouverture des festivités, n'a pas manqué de souligner le caractère d'unité des peuples véhiculé à travers cet événement. De dire dans notre langue, Kassene, Kassetava, Kanusiyokaïda. Autrement dit, bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la 4e édition du Tonkwis Nidalé, Festival des arts et de la culture d'An. Oui, frères et sœurs, comme vous le savez déjà, nous allons parler de culture. Mieux, nous allons vivre la culture, notre culture. Nous allons la célébrer et nous célébrer pendant ces quelques jours. Nous allons également nous enrichir à la rencontre des autres et pour cette année à la rencontre des peuples agnis. Ce sont des festivaliers tout heureux qui se délectent des différentes prestations et autres services qui leur sont proposés. Pour moi, la culture d'An est la bienvenue parce qu'il y a longtemps où les gens faisaient le Guéva. Maintenant, c'est le Tonkwis Nidalé. Je crois que c'est un festival de la culture d'An. Il faut magnifier la culture d'An dans toute sa composition. Donc nous n'allons que dire merci au ministre Mabri qui a initié, j'allais dire, cette belle fête. Très très bonne chose parce que nos enfants, beaucoup de nos enfants ne savent pas ce que c'est la culture de nos jours. Et ce festival permet à nos enfants de savoir d'où nous venons, ce que nos parents faisaient avant pour ne pas oublier leurs racines. Le festival Nindalé s'étend sur 6 jours et les meilleurs moments sont à venir avec les artistes de renom qui sont attendus au sein du village Nindalé qui continue d'accueillir les visiteurs de plus en plus nombreux. C'est sur cette page que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.